Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. La Côte d'Ivoire et l'Union européenne en discussion, sécurité, commerce, développement durable et un soutien financier de 100 milliards de francs CFA annoncé pour 2025-2027. Un drame s'est produit très tôt ce matin à Bouaké. Un incendie a dévasté une maison emportant 2 enfants. Que s'est-il passé? Reportage dans un instant. Et pour la 32e journée des personnes handicapées dans la commune de Yopougon, leur inclusion était au cœur des discussions, vous le verrez. Les travaux de la 8e session du dialogue de partenariat Côte d'Ivoire-Union européenne s'est tenue ce mercredi à la primature à Abidjan. L'ouverture de ces assises a eu lieu en présence du Premier ministre Begré Mambé et de l'ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Francesca Di Moro. Mardoché Kwasi, Fulgence Siedou. Cette 8e session du dialogue de partenariat Côte d'Ivoire-Union européenne a porté sur 3 thématiques essentielles, à savoir politique et sécurité, commerce et investissement, et le développement durable. Présent à l'ouverture des travaux, le chef du gouvernement ivoirien a décliné les enjeux de cette rencontre pour la Côte d'Ivoire et son partenaire stratégique, qu'est l'Union européenne. Ensemble, nous avons la possibilité d'écrire une nouvelle page de notre coopération fondée sur la confiance, le respect mutuel et une ambition partagée. Co-présidée par leurs excellences Léon Kakou-Adom, ministre ivoirien des Affaires étrangères, et Francesca Di Moro, ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, cette rencontre qui a enregistré la participation de membres du gouvernement ivoirien et des ambassadeurs des pays membres de l'Union européenne présents en Côte d'Ivoire a permis aux 2 partenaires de prendre de nouveaux engagements pour le renforcement de leurs relations et le bien-être des peuples ivoiriens et européens. S'agissant de la situation politique, les partis ont échangé sur les élections à venir et les dispositions prises par les autorités ivoiriennes et celles en cours en vue de garantir un processus électoral transparent, inclusif et apaisé. Au niveau de la sécurité nationale et sous-régionale, la partie européenne a réitéré sa volonté de nouer dans ce secteur un partenariat fiable, solide et a assuré sa disponibilité à apporter son soutien à la partie ivoirienne. L'ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire a par ailleurs annoncé que la Côte d'Ivoire bénéficiera d'une nouvelle allocation pour la période 2025-2027 qui se chiffre à 100 milliards de francs CFA. Aux alentours de 6 h ce matin, un incendie a ravagé une maison dans le quartier Air France à Bouaké. La tragédie a coûté la vie à 2 jeunes occupants, laissant toute une famille et un voisinage en état de choc. Le récit de Moussani Kemar. Bouaké, quartier Air France dans l'Émoi. La famille Alou vient de perdre ses 2 enfants dans un incendie. Il s'agit de Nguessan Gloria, étudiante, et Malek Kwasi, élève au CE2. Un drame qui a assommé toute la famille. Une fille qui est là, elle est en train de crier du feu, au secours. Moi, je m'apprête pour sortir. Je n'arrive pas, le feu déjà était dans le salon. Donc moi-même, je suis évanoui. Sinon, c'est les voisins qui sont venus me sauver par la fenêtre. C'est tout ce qu'il peut dire. Sinon, le reste là, je ne sais pas comment je vais passer. Sur les lieux, ce sont les hommes du capitaine Koné qui mènent les opérations. Arrivé sur le lieu du sinistre, on a effectivement découvert un feu de chambre, disons un feu de maison, vraiment un violent feu. On a constaté qu'il y avait une difficulté d'accès au niveau du local en feu. On a dû procéder, on n'a pas les trouver. On a dû casser une boutique pour avoir accès vraiment au local en feu. Mais malheureusement, nous déplorons vraiment le décès de 2 personnes. Voilà, que nous déplorons malheureusement. Donc on demande nos condoléances à toute la famille. Et quand on constatait les maisons, même les maisons en grillage, comme les maisons vraiment blindées, il fallait encore à ce niveau-là casser. On constate qu'il y a des bouteilles de gaz, ça et là, dans la maison. Alors, cette maison vraiment présentait vraiment beaucoup de risques. Le bilan est lourd, toute la maison est calcinée et les pertes matérielles sont estimées à environ 11 millions de nos francs. Ce tragique événement rappelle l'importance de la vigilance face aux dangers domestiques.
En Côte d'Ivoire, comme partout dans le monde, le 3 décembre est célébrée la Journée internationale des personnes handicapées, une journée pour promouvoir leurs droits. À Yopougon, pour cette 32e édition, l'inclusion était au cœur de la cérémonie, l'occasion de faire le point sur les avancées et de plaider pour de meilleures conditions de vie pour ces derniers. Les précisions de Nadja Elja et de Kimmo Eric. L'hymne national dit en langage des signes pour une occasion spéciale. Nous sommes à la célébration officielle de la Journée internationale des personnes handicapées. Et c'est la commune de Yopougon qui abrite cette 32e édition qui se tient autour du thème « Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable ». Un choix qui démontre toute la place de ces personnes au sein de la société. Ce dont ils ont besoin, c'est ni de la pitié, c'est simplement du respect. Nous avons du respect pour vous. Restez digne, parce que vous avez un homme qui en permanence, à travers son ministre, pense à vous. C'est le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. En Côte d'Ivoire, des initiatives pour l'inclusion des personnes en situation de handicap sont prises. S'ils reconnaissent les efforts du gouvernement, les handicapés plaident pour la poursuite de cette dynamique qui tend à améliorer leurs conditions sociales. Les attentes des personnes handicapées incluent notamment l'institutionnalisation des référents handicap dans toutes les institutions nationales. Il serait souhaitable que chaque ministre du gouvernement, chaque institution de ce pays puisse avoir en son sein un point focal chargé des questions de handicapés. Nous demandons le relèvement, Monsieur le ministre, de la subvention annuelle aux organisations de personnes handicapées à 500 millions de francs CFA pour répondre aux défis croissants. Nous souhaitons que l'âge limite pour le recrutement dérogatoire soit relevé. Un plaidoyer reçu par l'émissaire du gouvernement qui a réitéré l'engagement du chef de l'État aux côtés de ces personnes vulnérables lors de la journée internationale à eux dédiée. Célébrer cette journée ne revient pas simplement à cocher une case dans notre calendrier national. C'est un acte de mémoire et d'espoir, un rappel de notre responsabilité collective envers nos compatriotes en situation de handicap. C'est aussi l'occasion de réaffirmer notre foi en leurs talents, leurs capacités et leur potentiel immense. Au nombre des actions posées sur le plan national, on note la mise en place des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, la création d'un fonds, le recrutement à la fonction publique, le projet d'insertion des personnes vulnérables. Environ 5000 équipements orthopédiques ont été remis lors de cette célébration. Et la sécurité dans la transfusion du sang reste une priorité pour les experts. Ce mercredi, le 7e symposium du réseau africain de transfusion sanguine s'est ouvert à Abidjan et en présence de Moussa Nikema et de Zécré Joseph. La place des examens biologiques sérologiques dans la sécurité transfusionnelle en Afrique subsaharienne. C'est le thème du 7e symposium du réseau africain de transfusion sanguine qui se tient à Abidjan du 4 au 6 décembre 2024. Ça nous permet de savoir est-ce que nous-mêmes, ce qu'on fait, c'est correct? Est-ce que ça protège le malade qui va recevoir le sang? Est-ce que ça protège également le donneur qui vient donner sa poche de sang? En Côte d'Ivoire, depuis toujours, toutes les poches de sang qui sont prélevées sont testées. Le RAFT, qui est le réseau d'Afrique francophone pour la sécurité transfusionnelle, organise une rencontre avec les pays membres pour échanger, pour partager les expériences, mais en même temps pour renforcer les acquis afin de soutenir la sécurité transfusionnelle dans nos pays, donc de garantir la sécurité du patient. Pendant ces 3 jours, c'est une vingtaine de pays membres qui participeront aux travaux et au partage d'expériences. Grâce à l'engagement du gouvernement, nous avons mis en place un cadre réglementaire pour la transfusion sanguine, développé un vaste réseau de structures transfusionnelles à travers le pays. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 34 structures transfusionnelles, dont 8 sont équipées de laboratoires de biologie médicale de pointe. Selon le Centre national de transfusion sanguine, le taux de satisfaction en produits sanguins est passé de 60% en 2021 à 94% en 2024, avec un besoin estimé à environ 300 000 poches. Notons que le prix de cession du sang et des produits sanguins est fixé à 3 000 francs CFA, aussi bien dans le secteur public que privé.
Face aux revendications des syndicats, la ministre d'État Anne-Désirée Oloto a présidé une réunion avec les centrales syndicales de la fonction publique. Objectif, rétablir le dialogue et préserver la paix sociale. Mardoché Kwasi, Chèque Bleu. Salle de conférence du Centre national des métiers scientifiques d'Abidjan-Cocody. La ministre Anne-Désirée Oloto, en charge de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, rencontre 8 organisations syndicales pour plancher sur les derniers développements du front social, marqué par l'entrée en grève de plusieurs familles d'emploi de la fonction publique. Lors de ces échanges francs et directs, les syndicats ont exposé leurs différentes préoccupations, auxquelles la ministre d'État s'est attelée à apporter des réponses, exhortant les fonctionnaires à privilégier le dialogue pour préserver le front social. Nous avons mis le doigt sur la nécessité de faire baisser la fièvre, de renforcer la confiance entre le gouvernement et ses partenaires sociaux que sont nos organisations syndicales. Il peut y avoir des difficultés, mais notre responsabilité est de faire en sorte que la trêve soit une réalité et c'est le dialogue qui nous permettra de faire de notre trêve une réalité. Il aura fallu un peu plus de 3 heures de discussion pour permettre à l'émissaire du gouvernement et ses hôtes du jour d'aplanir les quelques divergences et envisager l'avenir avec plus de sérénité. Nous ne pouvons qu'être heureux du fait que le dialogue a été le plus large possible et que les organisations aient eu la possibilité de poser leurs préoccupations qui nous permet d'améliorer effectivement notre fiche technique sur le dialogue social, sur la négociation. Nous voulons régler la question des primes et indemnités dans un cadre transversal pour que toute famille d'emploi qui existe dans la fonction publique de Côte d'Ivoire ait une prime, ait une indemnité pour que l'équité soit au rendez-vous de la solution. Et cela, nous ne pouvons que le faire que si nous-mêmes, nous sommes dans l'harmonie et que les familles d'emploi sont complémentaires pour l'efficacité et l'efficience du service public en Côte d'Ivoire. La ministre d'État, au terme de la rencontre, a invité les comités sectoriels de dialogue social à poursuivre les échanges dans leurs différentes rencontres, en vue de faire des propositions allant dans le sens de la consolidation de la paix sociale dans le pays. L'actualité, c'est également cet atelier organisé par la KIDP à la Maison de la Presse pour sensibiliser les journalistes sur leurs droits, leurs devoirs et les opportunités offertes par la loi de 2013 sur l'accès à l'information. Les précisions de Mardoché Kwasi et de Chèque Bleu. Cet atelier organisé en partenariat avec l'ANP, Autorité nationale de la presse, porte sur le thème Loi numéro 2013-263 du 23 décembre 2013 relative à l'accès à l'information d'intérêt public, forces et limites pour le journalisme d'investigation. Il vise à renforcer l'appropriation par les journalistes des mécanismes juridiques relatifs à l'accès à l'information d'intérêt public pour un journalisme d'investigation de qualité. Des mécanismes qui leur accordent une place de choix dans leur mise en œuvre. Dans la loi, les journalistes professionnels ont été visés comme une cible particulière. Et l'indicateur de cet intérêt du législateur par rapport aux journalistes professionnels, c'est que lorsque vous saisissez un organisme public, la loi dit qu'ils ont 15 jours pour vous répondre. Là où le citoyen ordinaire doit attendre 30 jours. Cette rencontre de formation et d'échange a mis un accent particulier sur les besoins spécifiques des journalistes d'investigation. Ces derniers doivent être dotés d'aptitudes particulières. Le journalisme d'investigation travaille sur des sujets d'intérêt public. Cela suppose de sa part, entre autres, une aptitude à la recherche approfondie, une aptitude à la vérification minutieuse, rigoureuse des faits et une aptitude à la protection des sources. Les normes professionnelles et l'intérêt public doivent demeurer sa principale boussole. Nous espérons de tout neveu que la rencontre de ce jour portera de bons fruits, aussi bien pour l'ANP, la KIDP, que pour chacun d'entre vous. Des ateliers pratiques, discussions et partage d'expériences ont meublé cette rencontre de formation sur des thématiques telles que théorie sur le journalisme d'investigation, la loi relative à l'accès à l'information.
Et le gouvernement souhaite renforcer la décentralisation du programme jeunesse qui touche environ 100 000 jeunes. Dans quelques jours, le Premier ministre va rencontrer les conseils régionaux. Et en préparation de cette réunion, le ministère de tutelle a organisé une rencontre avec tous les conseils régionaux, comme nous le montrent Moussani Kema et Bobby Filémon dans ce reportage. En prélude d'une rencontre prévue entre le Premier ministre et les conseils régionaux, dans le cadre des activités du programme jeunesse du gouvernement, une réunion préparatoire a été initiée par le ministère en charge de la jeunesse. Objectif, s'accorder sur les différents points à exposer devant le chef du gouvernement. Sur le PGDEC, nous avons près de 40 000 jeunes qui sont déjà impactés. Il était tout à fait indiqué que ceux qui sont à l'opérationnel, c'est-à-dire les coordinateurs projets, avec les référents politiques des présidents des régions, qui sont souvent des vice-présidents de région, et les directeurs généraux d'administration centrale, soient conviés à une séance de travail avec la coordination du PCPE, à l'effet donc de passer en revue tous les points qui seront débattus avec le Premier ministre. Il est important que ces régions-là soient au centre, puisqu'il faut avoir une contextualisation de la stratégie d'insertion. Mais ça passe aussi par l'appropriation, l'implication des acteurs. Donc avec l'appui du ministre, des différents acteurs, de l'Assemblée des régions et des districts, on va tous ensemble réfléchir et devant M. le Premier ministre, faire des propositions concrètes. Une réunion qui, selon les responsables des conseils de région, permettra d'apporter une plus-value au projet. Il est important pour nous que la rencontre avec le Premier ministre qui aura lieu le 16 est une rencontre importante où effectivement, au niveau de la Niébitiassa, nous allons présenter ce qui a été fait sur le projet, mais aussi les difficultés. Il faudrait qu'on arrive effectivement à les suivre et à leur permettre d'être encore plus efficaces dans les différents projets qui ont été mis en place. Prévu le 16 décembre prochain, la rencontre avec le Premier ministre vise à décentraliser les différents programmes de jeunesse et ainsi avoir un meilleur impact sur la cible. Enfin, bonne nouvelle, un nouveau centre commercial a ouvert dans la commune d'Adjamé, baptisé Farikou Soumaoro. Il abrite environ 200 magasins pour 600 commerçants et s'étend à plus de 1600 mètres carrés. Reportage. C'est sous le regard joyeux des commerçants que le nouveau centre commercial d'Adjamé a été inauguré. Baptisé Farikou Soumaoro, du nom du maire de la commune, ce centre représente la vitalité du secteur. L'inauguration de ce centre qui porte notre nom représente plus qu'un honneur personnel. C'est une reconnaissance collective de nos efforts communs pour promouvoir le développement économique et commercial de notre pays. En offrant un espace moderne et structuré pour le commerce, il répond à des besoins essentiels. La création d'emplois pour nos jeunes, le soutien aux petites et moyennes entreprises, l'amélioration des conditions de travail des commerçants. Les travaux de réalisation du centre ont duré 3 ans pour un coût total de 3,8 milliards de nos francs. Ce centre commercial que nous inaugurons aujourd'hui est bien plus qu'un simple lieu de commerce. Il incarne la vitalité et les ambitions de notre secteur privé et symbolise la modernisation, la structuration et la transformation du paysage commercial ivoirien. De plus, ce centre commercial répond aux exigences de la modernisation du secteur du commerce et de la consommation, en permettant l'accès à des produits diversifiés et ce à des prix compétitifs, tout en offrant des services de qualité qui répondent aux attentes des consommateurs d'aujourd'hui. Ce projet traduit concrètement les efforts du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations, offrir de nouvelles opportunités d'emploi et renforcer l'attractivité d'Adjamé. Un nouveau bâtiment qui fait la fierté des commerçants. Vraiment, on est bien contents. On ne sait pas comment on va montrer notre joie, quoi. Tout a changé, c'était trop vilain à voir. Mais aujourd'hui, vraiment, on est fiers de lui. Construit sur une superficie de 1668 mètres carrés, ce joyau de R+4 comprend des espaces de stockage, 200 magasins et étale pour environ 600 commerçants et des appartements de 3 pièces au 3e et 4e étage. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à même heure. Bonne suite au programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.